C'était la première cause de défaillance dans le réseau. Et donc on a commencé à aller voir plus loin et à travailler avec eux pour résoudre ces 35% là, commençant par ces 35% là. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans le monde merveilleux de la lubrification. Et quand vous touchez à la lubrification, qui est la base de la fiabilité dans une usine, vous touchez à tout. Parce que pour faire de la lubrification, il faut du lubrifiant. Donc pour faire du lubrifiant, il faut des achats. Il faut stocker ce lubrifiant. Il faut distribuer ce lubrifiant. Il faut des gens qui les distribuent, il faut faire leur planning, il faut faire leur organisation pour qu'ils sachent lubrifier les machines correctement. Il faut des procédures, parce qu'il faut savoir ce qu'il faut mettre, où il faut le mettre et comment. Il faut de la technologie, parce qu'il y a aujourd'hui toute une série de méthodes modernes, comme le montrait Benoît, qui sont là pour éviter de mettre trop ou pas assez de graisse dans un moteur, etc., etc., etc. Toutes les fonctions de maintenance, elles sont là, elles sont abordées quand vous travaillez sur un plan de lubrification. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un bel exemple et c'est une bonne manière de commencer un plan de fiabilisation en passant par la lubrification. Voilà. Donc ça c'était pour mettre un peu le contexte de la présentation. Pour aller un peu plus largement aussi, pour récupérer l'attention des gens après une très bonne présentation, et Dieu sait que cette double nouvelle est bonne, il faut les surprendre. Est-ce que certains d'entre vous ont surfé sur Internet pendant la première présentation? Qui a surfé sur Internet? Moi j'avoue, je l'avais déjà vu 10 fois. Donc vous ne savez pas ce qui se passe en dehors de ces traces. En ce moment, Theresa May, première ministre du Royaume-Uni, est devant le Parlement en train d'affronter une motion de défiance, c'est-à-dire qu'on va peut-être l'appeler, suite à sa proposition de vote sur le Brexit. Donc c'est un moment historique. Qu'est-ce que le Brexit? C'est le fait qu'un pays de l'Union européenne, tout d'un coup, a décidé de sortir de cette Union européenne et de retrouver sa souveraineté. Et qu'est-ce qui crée aujourd'hui qu'on a ce genre de tension? On a peut-être ce genre de tension en Italie, on a d'autres genres de gens qui reviennent vers plus d'esprit nationaliste, alors qu'on a vu dans les commémorations de la Première Guerre tout ce que ça peut entraîner. Ben, c'est simplement qu'on va vers un monde de plus en plus global. On va vers la mondialisation, on va vers la globalisation, on n'arrêtera pas. Je peux vous dire que nos enfants, nos petits-enfants, ils seront dans ce monde-là, ils parleront certainement une seule langue, ils auront certainement un seul gouvernement, mais forcément, comme il y a ces changements, comme il y a ces évolutions, comme il y a ces révolutions, ça entraîne des frictions qui entraînent de temps en temps des mouvements de retour en arrière et de protectionnisme comme le Brexit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un moment historique et vous savez peut-être la période historique dans laquelle on vit actuellement. Est-ce que vous avez une idée comment les historiens, à part de moi qui ai déjà participé 8 fois à ma présentation, est-ce que vous avez une idée de comment les historiens appellent la période dans laquelle nous vivons actuellement? En 2018, mais elle court depuis le début du 19e siècle. Une idée, non? Surtout à Liège, vous devriez savoir. Ça s'appelle la période des révolutions industrielles. Et pourquoi à Liège? Parce que ces révolutions industrielles, elles ont commencé en Grande-Bretagne et à Liège. Donc, Cochrane, ça vous dit quelque chose? Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une période importante de l'histoire qui a tout changé, qui a commencé avec l'industrialisation en début du 19e siècle et qui est encore en train de se développer aujourd'hui. Il y a eu une première révolution qui était l'invention de la machine à vapeur qui a permis les débuts de l'industrie. Il y a eu une deuxième révolution qui était l'invention de l'électricité. Il y a des gens qui à l'époque ont dit moi je préfère continuer à utiliser mon cheval dans une usine que la machine à vapeur dans mon usine. Avoir l'électricité, ça ne sert à rien. Avoir un moteur électrique, ça ne sert à rien. Vous avez peut-être raison, il y en a peut-être qui ont hésité. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, je n'ai pas visité depuis 20 ans beaucoup d'usines où c'est toujours un cheval qui fait tourner les machines, c'est toujours une machine à vapeur qui fait tourner les machines. Ça, je pense que c'est important. Après l'électricité, il y a eu une troisième révolution industrielle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était celle de l'informatique. L'informatique, on a inventé les ordinateurs. Grâce à l'électricité, on a pu faire tourner des calculateurs qui faisaient des calculs eux-mêmes plutôt que de devoir les faire soi-même. Soyons intelligemment paresseux. Et cette troisième révolution industrielle, elle a eu un impact énorme sur l'industrie.
Pourquoi? Parce qu'elle a permis de faire tout ce qui est automatisation, tout ce qui est contrôle de process. Aujourd'hui, il y a très peu d'usines qui fonctionnent, même sans contrôle de process, sans automate, sans machine à commande numérique. Ici, je suppose que vos machines ont beaucoup de commande numérique, vous ne les faites plus fonctionner à la main. Très peu. Donc cette troisième révolution a eu un impact énorme sur l'industrie. Mais la maintenance est toujours faite comme au début de la révolution industrielle. Jusqu'ici, ça n'a pas changé. Et on a une chance en maintenance, c'est qu'il y a une quatrième révolution industrielle qui est en marche. Et cette quatrième révolution industrielle, c'est Internet. C'est le milieu des années 90. Et Internet, ça permet quoi? Ça permet de connecter des ordinateurs. Ça, on a dit que la révolution précédente, le process, c'était des ordinateurs. Donc si ça permet de connecter des ordinateurs, ça permet de connecter des machines. Donc ça permet de connecter des machines entre elles et de suivre ces machines à distance. Et ça va avoir le même impact sur la maintenance que ce que l'ordinateur a eu sur le process. Ok? Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que dans 20 ans, dans 30 ans, certainement que tous nos métiers de maintenance qu'on connaît aujourd'hui auront changé. Mais je peux vous dire une seule chose, il y en a un qui n'aura pas changé, c'est celui d'inspecteur ou celui de graisseur. Parce que le graissage est un fondamental de la mécanique et la lubrification et le graissage, à part si on va produire sur la Lune, ce qui sera peut-être possible, en tout cas à part s'il n'y a pas de gravité, s'il n'y a pas de frottement, on devra toujours avoir de la lubrification et on devra toujours avoir du graissage. Donc ça c'est une première chose, c'est un fondamental. Beaucoup de métiers peuvent disparaître, mais ce métier de la lubrification il devra toujours être là. Deuxième point important par rapport à ça, c'est que ce métier il faut le moderniser. Si on est dans une industrie 4.0, il y a aussi aujourd'hui moyen d'avoir une lubrification 4.0. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je comptais faire une blague sur la fameuse devinette à propos du titre aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une personne qui est en train de couper un champ de blé? Un serial killer. J'ai trouvé que l'introduction sur le Brexit était meilleure. Alors, voilà. Je ne vais pas faire les slides dans l'ordre, c'est plus marrant, sinon c'est trop facile. Vous avez tous les slides, il y en a trop, je ne les passerai pas tous en revue, mais au moins, si vous voulez vous en servir pour un examen, pour étudier ou quoi que ce soit, vous avez de la matière. Je reviendrai à tout ceci après. Alors, les slides sont en anglais, mais je parle français, en tout cas j'essaie. Donc, nous voilà à cette fameuse lubrification 4.0. Voilà. Ça, je pense que c'est très important. On ne s'en rend pas compte la vitesse à laquelle la technologie, et donc la vitesse à laquelle les machines évoluent. Si vous regardez, au 19e siècle, on avait des moulins, ou déjà des éoliennes, qui avaient une puissance relativement réduite et qui faisaient la taille d'un clocher d'église. En 1990, le vent est redevenu à la mode comme énergie pour entraîner et pour produire de l'électricité, et les premières éoliennes faisaient 0,5 MW, admirez déjà le progrès, et faisaient la taille d'un avion. 5 ans plus tard, on était à 1,2 MW et la taille de la Statue de la Liberté. On a évolué. Aujourd'hui, les plus grosses éoliennes font entre 13 et 15 MW et elles font la taille du Shard à Londres, hier avec le Brexit. Donc, imaginez, ne fût-ce que, regardez l'évolution que la machine a eue en 200 ans et regardez l'évolution que cette même machine a eue sur les 30-35 dernières années. C'est fou. C'est une première chose importante pour se dire que une machine aujourd'hui, ça ne se lubrifie plus nécessairement comme on lubrifiait une machine il y a 5, il y a 10, il y a 15, il y a 20. Deuxième point important, c'est que beaucoup de machines dans nos usines, ce n'est pas nécessairement des machines d'aujourd'hui, c'est des machines d'hier, et c'est des machines qui vieillissent, et c'est des machines qu'il faudra garder souvent le plus longtemps possible, et donc il faudra soigner pour les garder en bon état le plus longtemps possible. Ça, c'est un deuxième constat important. Malheureusement, que ce soit ces machines-ci, qui ne sont quand même pas du 19e siècle pour la plupart, ou que ce soit ces machines hyper modernes, on continue
aujourd'hui, pour la plupart, à les lubrifier comme Charlot lubrifiait ses engrenages au début des temps modernes. Donc, il est temps que quelque chose change. Parce que c'est ce qu'on appelle le cercle de l'insanité. On a toujours fait comme ça. Si on a toujours fait comme ça, on aura toujours les mêmes résultats. Donc si vous êtes content de vos résultats, continuez à faire comme ça. Mais si vous pensez qu'il y a moyen de faire mieux, il faut arrêter de faire comme ça. Alors, on a un double challenge pour la lubrification. Et Benoît en a touché un mot. Ce double challenge, c'est quoi? C'est que d'un côté, on a une activité qui est excessivement humaine, et que de l'autre côté, on a une activité qui est excessivement technique. Et donc, on se doit gérer la lubrification. Faire un plan de lubrification, c'est gérer ces deux choses. C'est gérer l'humain et c'est gérer la technique. Dans l'humain, qu'est-ce qu'on doit gérer? La première chose qu'il faut faire pour bien lubrifier, ça c'est super important, les postes qu'il y a ici, c'est les commandements d'un bon plan de lubrification. Derrière, ce que vous verrez sur ce slide-ci, vous faites tout ce que vous voulez. Je peux me taire, chacun d'entre vous peut faire un plan de lubrification qui apportera énormément de fiabilité. Et je peux vous dire qu'il y a peu d'usines dans le monde que je connais qui ont déjà ces fondamentaux que vous allez voir sur ce slide. Moi, je pense que ce serait un peu d'exemple. Donc, la première chose, c'est côté humain, il faut être sûr qu'on lubrifie au bon moment. Ça, c'est important. Ensuite, c'est bon d'aller sur la machine au bon moment, ou d'avoir quelque chose qui fait en sorte que l'huile ou la graisse arrive sur la machine au bon moment, mais il faut mettre le bon type d'huile. Il ne faut pas mettre la mauvaise graisse ou la mauvaise huile dans votre voiture. Comme il ne faut pas mettre la mauvaise huile ou la mauvaise graisse dans votre voiture. Une fois que ça c'est fait, il faut aussi en mettre la bonne quantité. Si vous en mettez trop peu, c'est pas bon. On entend, ça fait pas un son agréable quand on écoute à l'ultrason. Si vous en mettez trop, c'est pas bon non plus. C'est peut-être même pire. Ok? Donc, la bonne quantité, très important aussi. Derrière ça, il faut la mettre au bon endroit. On l'a vu tout à l'heure sur les photos. S'il n'y a pas de niple de graissage, s'il n'y a pas d'endroit pour remplir l'huile, s'il n'y a pas, si la niple a été repeinte avec le moteur, on peut faire ce qu'on veut, on peut avoir la bonne personne qui va attendre parce que c'est bien géré. Avec le bon lubrifiant en bonne quantité, il ne saura pas la mettre. Il ne la mettra pas au bon endroit. Il faut la mettre de la bonne manière, comme on l'a vu. Il ne faut pas déposer sa prépa graisse dans le sable ou aller avec une bouteille remplie d'huile. Et il faut ensuite que pendant le fonctionnement, ce lubrifiant, il soit dans les bonnes conditions. Ok? Ça, c'est important. Et donc, il faut en prendre soin pour qu'il reste dans les bonnes conditions. Dernier point qui n'est pas sur le slide, sinon c'est trop facile. Qu'est-ce que c'est qu'un lubrifiant en bonne condition? On a vu qu'il doit être en bonne quantité et du bon type. Un lubrifiant en bonne condition, c'est un lubrifiant qui est propre et sec. Je veux dire un lubrifiant qui n'a pas de particules solides et pas de particules liquides. Juste deux petits exemples qui ne sont pas dans ma présentation. C'est bientôt Saint-Nicolas. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage d'eau ou de n'importe quel liquide qu'il faut ajouter dans le moteur de votre voiture pour diviser sa durée de vie par deux? Pas la durée de vie de l'huile, la durée de vie du moteur. Une idée? Pas d'idée? Quel pourcentage d'eau vous pensez qui fait que votre moteur durera 2 fois moins longtemps? 2 gouttes. Ok, si on part sur un bain d'huile de 5 litres dans un moteur, il faut 2 gouttes. C'est 0,05% pour faire en sorte que ça divise par 2 sa durée de vie. Donc l'eau, c'est vraiment un tueur silencieux de machine. Je ne connais pas beaucoup de machines dans l'industrie qui fonctionnent avec moins de 0,05% d'eau à l'intérieur. Ça veut dire que la plupart des machines pourraient fonctionner déjà au moins 2 fois plus longtemps si on faisait en sorte, par toute une série de choses, un dessiccateur, faire en sorte de faire attention que la machine soit bien scellée, faire en sorte que le lubrifiant qu'on amène à la machine soit bien sec. Tout ça permettrait de gagner énormément d'heures de fonctionnement. Donc ça c'est propre, sec, pas de particules solides. Benoît en a parlé.
un grain de sable, c'est une particule solide, ça peut avoir énormément de conséquences sur l'abrasion des surfaces métalliques qui sont en contact dans votre machine. Je pense que tout le monde est venu jusqu'ici en voiture, ou si ce n'est pas en voiture, c'est en bus, parce que je n'ai pas vu de train qui s'arrêtait. Donc un bus, c'est un moteur thermique également. À propos de moteur thermique, c'est la même chose. On prend l'exemple sur un moteur thermique, on peut le transposer au moteur électrique aussi, une machine industrielle. Est-ce que vous savez, est-ce que pour vous, un moteur aujourd'hui est plus ou moins fiable qu'un moteur il y a 40 ans? Est-ce que la durée de vie d'un moteur est plus ou moins fiable aujourd'hui, est plus ou moins longue qu'il y a 40 ans? Un moteur thermique de voiture. Qui dit plus? Qui dit moins? A priori, la majorité n'a pas toujours raison, mais la majorité dit plus. Moi, je suis persuadé que c'est plus et les études prouvent que c'est plus. Et vous savez, la principale chose qui a changé sur un moteur entre aujourd'hui et il y a 40 ans, toujours des pistons, toujours des bielles, toujours des soupapes, tout ça. La qualité de l'huile, mais surtout les étanchéités. Ce qui fait qu'un moteur qui a beaucoup plus longtemps, d'une manière beaucoup plus prévisible aujourd'hui, et qu'aussi l'huile du moteur qui a beaucoup plus longtemps, c'est tout ce qui est étanchéité. Simplement, par les étanchéités du moteur en lui-même et par les étanchéités de tout son circuit d'aspiration d'air, le filtre à air, les tuyaux, etc., on fait en sorte qu'il y ait le moins possible d'eau et le moins possible de poussière qui rentre dans le moteur. Et ça a un effet sur la longévité de l'huile et ça a un effet sur la longévité du moteur. Donc vous avez exactement la même chose si vous faites attention de faire la même chose, les étanchéités, sur vos machines industrielles. Donc ce post-it-ci, propre et sec en dessous. Donc je parle beaucoup, je ne passe pas tous les slides. Ça c'est très important aussi. Vous avez vu que la taille des machines changeait, mais la précision d'usinage des machines change aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'était la précision d'usinage dans le passé, ça c'est la précision d'usinage aujourd'hui. Ça veut dire qu'une machine du passé, on a toujours fait comme ça, on n'a jamais stocké de lubrifiant, si les fûts sont dehors depuis 40 ans, c'est pas ça qui va changer. Oui, parce que peut-être que les poussières de production qui rentraient dans les fûts depuis 40 ans dehors, elles passaient à travers les usinages de la machine d'il y a 40 ans. Mais elles ne passent plus à travers les usinages de la machine d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'elles endommagent la machine d'aujourd'hui. Ça veut dire que la machine d'aujourd'hui, usinée plus précisément, est beaucoup plus sensible à tous les problèmes liés à la lubrification que la machine qui a 10, 20, 30, 40 ans. Ok? Je suis un grand bricoleur de voitures. Je peux vous dire que quand je démonte un moteur, si je démonte, j'ai fait l'expérience, j'ai remonté un moteur d'une Mini des années 70 et un moteur d'une Mini des années 2000. Eh bien, les cales de réglage pour une Mini des années 70, c'est des cales de 40 microns. Les cales de réglage pour une Mini des années 2000, c'est 0,07. Ok? Ça veut tout dire. C'est la même chose pour les machines en industrie. Donc, lui qui pouvait lubrifier une Mini des années 70 ou une machine des années 70 ne peut plus lubrifier une Mini ou une machine des années 2010. Donc, vous voyez, c'est comme les failles d'un tremblement de terre. Ici, vous avez des imprécisions qui sont dues à l'usinage. Ces imprécisions ne se touchent pas, donc il n'y a pas de dégâts. Mais forcément, plus on usine précisément, plus le film d'huile est fin, et plus on a ces imprécisions qui risquent de se toucher. Si elles se choquent, si elles se touchent, ça fait des chocs, ça fait des dégagements de chaleur, ça fait des ultrasons. Ok? C'est clair? Je ne sais plus qui, je pense que ça doit être Terry Holland d'ailleurs, que Benoît vous a montré au début de sa présentation, qui a dit que l'industrie, qui fait je ne sais combien de milliards le secteur industriel, qui fait je ne sais combien de milliards de produits intérieurs bruts dans le monde, tout ça tient sur un film de 3 microns d'huile. Si vous n'avez pas ce film de 3 microns d'huile, tout ça s'écroule. Alors, je vous ai dit comment c'était important de graisser et que ça reste un métier de terrain et que ça reste un métier de bon sens et de bonne pratique, mais à côté de ça, ce métier, il y a mille et une manières de le moderniser et de faire en sorte qu'il soit plus efficace aujourd'hui et de faire en sorte qu'il soit plus intéressant aujourd'hui. Il y a peu de gens dans la salle qui rêvaient d'être graisseurs,
Ben, moi j'aimerais bien que dans 10 ans, si on fait la même conférence, il y ait la moitié de la salle qui lève la main pour prélever des graisseurs, parce que c'est un métier super excitant pour un mécanicien. Et ce marché super excitant, ben, il y a plein de choses à faire. D'ailleurs, d'abord, il y a toute une série de choses qui peuvent être faites sur la machine. La machine elle-même doit être équipée de toute une série de choses qui permettent d'en améliorer la lubrification. Peut-être de capteurs intégrés pour détecter qu'il y a un problème, mais aussi de toute une série de choses qui permettent de garantir son étanchéité. Des dessicateurs pour éviter que l'eau s'infiltre, des respirateurs pour éviter que que de l'air pollué ne s'infiltre, des systèmes de graissage intelligents qui vont distiller l'huile ou la graisse à intervalles réguliers pour les besoins de la machine. Il y a déjà énormément de choses technologiques à faire sur la machine. Ce n'est pas de la science-fiction, tout ça existe, on le met en place quasiment tous les jours chez nous. Derrière ça, il reste la lubrification de terrain. Cette lubrification de terrain, on en aura toujours besoin, toujours besoin d'avoir des gens qui vont sur le terrain pour rajouter de l'huile ou de la graisse, ou vérifier un niveau d'huile, un niveau de graisse, même si c'est dans un pot de graissage automatique, il faut vérifier pour le remplir. Il faut peut-être passer moins souvent, mais il faut quand même toujours passer. Derrière ça, très important, tout ça, comme le disait Benoît, si on se contente de faire une feuille et de faire des petites croix sur une feuille, ça ne garantit rien. Et ça ne permet de rien trouver. Donc si on met toute une série de procédures, toute une série d'outils, d'applications, en lien avec les systèmes de GMAO des clients, à ce moment-là, on commence à avoir de l'efficacité et on commence à avoir du suivi. Pourquoi pas des RFID aussi sur les machines. Et derrière ça, bien sûr, toutes ces données, il faut les analyser. Et toutes ces données, il faut se dire, ben voilà, basé sur tout ça, ce qui est intéressant de faire, ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu. C'est souvent ça notre erreur en maintenance, c'est que la maintenance est considérée comme un centre de coût. Et donc, en tant que responsable maintenance, si à la fin de l'année, vous devez aller justifier votre budget chez le directeur de l'usine. Et le directeur de l'usine, c'est normal, il doit toujours faire plus avec moins. Et pour faire plus avec moins, il va essayer d'augmenter ses rentrées, de diminuer ses coûts. Comme la maintenance est un centre de coût, eh bien, on va diminuer le budget de la maintenance. C'est facile. C'est à nous de réussir à nous vendre, c'est à nous de réussir à avoir des arguments et à les donner au directeur d'usine, à les donner aux financiers pour justifier des investissements en maintenance, qui vont certes coûter, mais qui vont aussi rapporter. Parce que ce que la maintenance coûte, elle rapporte aussi dans ce sens qu'elle permet de produire plus, parce qu'elle permet de produire plus longtemps, en éliminant les arrêts non planifiés et en diminuant, en espaçant les arrêts planifiés. Ça, c'est très important. Mais allez voir un directeur d'usine ou un directeur financier avec l'intime conviction que si vous investissez de l'argent sur cette machine, elle ne va pas casser l'année prochaine, vous allez sortir avec un coup de pied aux fesses. Par contre, si vous allez voir un directeur financier avec des mesures, avec des tendances et avec des chiffres objectifs sur l'état de santé de votre parc machine, et c'est ça que permet une GMAO, c'est ça que permet toutes les technologies de mesures prédictives, que vous croyez ou pas que ça détecte un problème, mais simplement de vous mettre un chiffre sur votre conviction, tout ça, ça permet de convaincre les gens qui vous donnent le budget d'investir pour avoir un retour technique. Et voilà, on remet nos post-it dans le bon ordre. Tout ce qu'on peut mettre en place sur la machine, ça n'empêchera pas les erreurs, mais ça fera en sorte qu'au maximum possible, on mettra de l'huile, de la graisse au bon endroit. Tout ce qu'on peut ici former dans la réalisation de ces tâches de maintenance, ça va permettre de la mettre dans la bonne manière, ça va permettre de la garder en bonne condition, et ça va permettre d'en prendre soin. Tous ces outils qui existent pour transférer la graisse, pour transférer l'huile, du stockage jusqu'à la machine, vont permettre aussi de lui permettre d'arriver en bonne condition, c'est-à-dire propre et sèche. La GMAO et les applications qui sont en lien avec elle vont leur permettre d'arriver au bon moment. Et toutes ces mesures ici, la GMAO va aussi permettre d'avoir le bon type de graisse,
Et toutes les mesures que vous allez pouvoir faire ici vont vous permettre de décider de la bonne quantité de graisse à mettre au monde. Voilà. Ça me paraît simple. C'est pas de la rocket science. Vous pouvez commencer à mettre en place demain, parce que j'en fais ça après, les soins tout de suite. Mais voilà, j'ai l'impression parfois qu'il y a des gens qui continuent à vouloir travailler des douleurs et des rougages. Alors, je vais revenir au début, hein. Je vais commencer par le début et revenir au début après. Pour maintenant montrer des exemples pratiques de tout ça. On y arrive. Voilà. Voilà. Ça, c'est tous les exemples de mise en place pratique que vous pouvez commencer demain ou même ce soir quand vous rentrez, si vous êtes motivé, dans votre usine. Ça, pour moi, c'est les différentes étapes d'un bon plan de lubrification. Et on est là pour vous aider si vous n'avez pas les ressources pour le faire vous-même, mais vous avez certainement les compétences pour le faire directement. La première étape, la plus importante, c'est de regarder où on est aujourd'hui. Ok ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première étape d'un bon plan de lubrification, c'est de faire un audit, un assessment, ça fait un peu anglais, une gap analysis, un peu anglais aussi. Toutes ces choses qui vont vous permettre de vous dire, tiens, où je suis aujourd'hui avec ma lubrification, qu'est-ce que je devrais faire? Parce que par exemple, un résultat, ici en vert, c'est ce qu'il faut atteindre, et là en jaune, c'est ce que vous êtes. C'est là où vous êtes. Donc où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut atteindre, et surtout, de quoi avoir à aller justifier à votre patron qu'il doit vous donner le budget pour mettre en place certaines choses qui vont permettre d'aller là où vous êtes aujourd'hui à là où il faut aller demain. Et combien ça va vous rapporter. Donc ça, c'est pour moi toujours la première étape de tout changement industriel en maintenance, que ce soit la lubrification ou autre chose, c'est d'abord mesurer où vous en êtes aujourd'hui. Parce que si dans un an, dans 2 ans, on vous demande quels sont les résultats d'argent qui vous a été confié, si vous n'avez pas d'abord un état, un point de départ, vous n'y arriverez pas. Moi, je conseille toujours d'avoir un point de départ, surtout pour la lubrification, parce que souvent, c'est des choses qui sont faites de la même manière depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Deuxièmement, il va falloir mettre en place le programme. Designer le programme. Et designer le programme, c'est très simple. On l'a dit tout à l'heure, c'est d'être la bonne graisse, dans le bon état, au bon endroit, au bon moment. C'est aussi simple que ça. Pour ça, ça me paraît ridicule. Il faut commencer par avoir une liste de machines. Un cadastre de machines. Je peux vous dire que c'est très rarement le cas. Très rarement le cas où on retrouve une usine où 100% des machines qui sont sur les plans et 100% des machines qui sont sur les plans sont dans l'usine. Ok? C'est très important. Combien de fois dans un plan de lubrification, il y a des machines qui cassent? On dit on a mis un plan de lubrification en place. Là, vous la machine n'est pas dans le plan. Pourquoi elle n'est pas dans le plan? Parce qu'on l'a rajouté après, elle n'est pas sur les plans physiques, et donc elle n'est pas dans la liste des machines qu'on lubrifie. Personne ne jamais passé là-bas. Ok? Ça c'est important. Aussi, combien de fois on ne voit pas des gens qui ont fait des croix sur des machines qui sont bien passées pour les lubrifier, alors que les machines, ça fait 10 ans qu'elles sont plus. Okay? Donc c'est important d'avoir un plan qui fait en sorte que la liste des machines que vous lubrifiez soit en adéquation avec ce que vous avez sur le site. Derrière ça, il faut mettre des procédures en place. La meilleure manière de mettre une procédure en place, c'est de faire qu'elle soit très visuelle. Ça ne sert à rien de mettre beaucoup de blabla, ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'explications. Des procédures très visuelles qui expliquent avant, après, c'est bien, c'est pas bien, comment on fait pour connecter un filtre externe à un bain d'huile, etc., etc. Tout ça, c'est vraiment des retours rapides. Comment on va, pour éviter les problèmes de lubrifiant, simplement avec des couleurs et des formes, faire en sorte qu'il y ait un petit sticker sur chaque machine sur site et un petit sticker sur chaque flux. Après, on met le sticker sur un flux de chaîne, sur un flux de casserole, des sauts, de total ou quoi que ce soit, on s'en fout. Mais c'est tous des trucs simples, des bonnes pratiques qui font en sorte que ça marche. Et ça, c'est toutes les étapes que vous allez avoir à regarder dans un plan de
lubrification, depuis l'achat et le stockage des lubrifiants jusqu'à l'entrée des informations dans votre système de GMAO ou votre système de surveillance. Ok, magasin de stockage, c'est très important, c'est fondamental. Je vous ai dit qu'une huile, pour une machine soit fiable, il faut que son huile soit propre et sèche. Si vous la stockez déjà pas bien, vous ne seriez pas, avec toute la bonne volonté du monde, à aller mettre de l'huile propre et sèche dans la machine. Donc le point de départ, c'est un magasin de stockage correct. Magasin de stockage, on va en parler. Un magasin doit être étanche et chaque récipient d'huile ou graisse doit être étanche. Et ici, vous avez les fûts, chaque fût est équipé d'un dessiccateur pour qu'il n'y ait pas d'humidité qui rentre dedans. Les récipients intermédiaires ici qui servent à transférer l'huile dans les machines sont totalement étanches. Ils sont à chaque fois de couleurs différentes pour qu'on puisse les reconnaître. Ils ont des verteurs pour qu'on n'en mette pas partout et surtout pour qu'il n'y ait pas plein de poussière inhérente au fonctionnement d'usine qui rentre dedans. Et vous venez les remplir ici dans votre bar à huile. Ça, c'est une bonne pratique aujourd'hui. Vous n'avez même plus besoin de devoir manipuler les fûts ici. Vous avez directement des pompes, comme pour la bière, pour l'huile, qui vont remplir vos récipients et vous permettre de faire en sorte que votre huile reste propre et sèche. Ok, on ne fabrique pas ce genre de choses, on ne vend pas ce genre de choses, donc je n'ai pas €1 en plus pour moi dans ma poche à vous convaincre de faire ça. Et même si vous n'avez pas de place, ça se vend en conteneur tout fait comme ça. On peut venir les fournisseurs de ça peuvent venir vous le déposer sur votre parking et c'est très vite mis en place. Deuxième étape, une fois qu'on a stocké, il faut distribuer. Et pour distribuer, de nouveau, il y a toute une série de systèmes qui existent pour faire en sorte de mettre la bonne graisse, la bonne huile dans la bonne machine. Des tags de couleurs, des protections de graisseurs qui ne sont compatibles qu'avec la pompe à graisse qui a un bon type de graisse dedans, des pompes à graisse de couleur, etc., etc. Ça n'empêche pas, ça ne garantit pas qu'on n'aura jamais de problème, mais ça diminue énormément le risque d'erreur, donc le risque de problème. Tout simplement marquer les différents nipples de graissage en couleur, etc., etc. Des petites améliorations sur votre machine. Si jamais vous devez faire des prélèvements d'huile, si jamais vous devez venir connecter un capteur ou quoi que ce soit, simplement le fait de mettre en place ces petites améliorations permettent de vous faciliter la vie, permettent de gagner du temps et permettent d'augmenter la qualité. Par exemple, ici, dans ce cas-ci, les échantillons d'huile que vous pouvez faire. Est-ce que vous avez une idée de combien de vidanges on pourrait éviter si on faisait une analyse d'huile à chaque fois? Il y a l'enjeu économique, il y a l'enjeu de fiabilité, il y a aussi de plus en plus l'enjeu environnemental. Est-ce que vous savez combien de vidanges, quel est le pourcentage de vidanges qui servent réellement à quelque chose? Donc, généralement, vous faites vos vidanges dans les usines à intervalles réguliers. Tous les ans, pendant l'arrêt, ou tous les 3 mois, ou quand on y pense, on a défini un intervalle. Est-ce que vous savez combien de ces vidanges sont réellement nécessaires? Et combien on pourrait éviter si on vidangeait exclusivement sur un indice d'huile? 50%? 1 sur 8. Donc il y a 1 sur 8, une vidange sur 8 est réellement nécessaire. Ok? Donc ça fait à peu près 12%. Donc 12% des... Dit autrement, 88% des vidanges que vous faites ne servent à rien. Le temps que vous passez pour les faire, il est mis à la poubelle. L'huile que vous achetez pour remplacer, elle est mise à la poubelle. Ok? L'huile dégradée que vous devez retraiter, remettre à la poubelle, c'est aussi un déchet inutile. C'est très important. Pourquoi ça ne sert à rien? Je vous l'ai dit. C'est quoi avoir une bonne lubrification? C'est avoir la bonne huile en bonne quantité, propre et sèche. Est-ce qu'une vidange change le fait que vous avez la bonne huile? Oui. Parce que si vous êtes trompé d'huile, il faut la vidanger pour remettre la bonne. Si l'huile qui est dans la machine est usagée, parce que la machine a chauffé, parce qu'elle a de la viscosité, etc., remettre une nouvelle huile, vidanger, ça va résoudre le problème. Donc ça, c'est bon.
Est-ce qu'une vidange va changer le fait que l'huile n'est pas en bonne quantité? Non. Parce que si elle n'est pas en bonne quantité, rien ne se perd, rien ne se crée, ça veut dire que l'huile qui était dans la machine, elle est bien partie quelque part. Et que donc l'huile que vous allez remettre après la vidange, elle va partir par le même endroit que la précédente. Donc faire une vidange parce qu'on n'est pas à la bonne quantité d'huile, ça ne sert à rien. Ensuite, bonne, propre et sèche, ben c'est la même chose. Si votre ancienne huile, il y avait de l'eau dedans, ben d'abord, la nouvelle, il y a de grandes chances que l'eau va y rentrer aussi, et ensuite, votre nouvelle huile, il y a aussi toutes les chances qu'elle récupère l'eau qu'il y a dans le bain d'huile. Parce que quand vous faites une vidange, vous n'arrivez jamais à retirer 100% de l'eau, de l'huile que vous avez dans le carter. Il reste toujours de l'huile, et donc il reste toujours de l'eau dans cette huile aussi qui va recontaminer la nouvelle huile. Exactement la même chose pour les poussières. Généralement, on va faire la vidange juste après l'arrêt de fonctionnement. On fait les vidanges pendant l'arrêt annuel, toutes les machines sont arrêtées depuis 3 semaines, on va faire les vidanges, toutes les traces sont déposées dans le fond, là où le carter n'est pas droit, on fait la vidange, on tire l'huile, la plupart des poussières, on les laisse dans la machine. On remet de la nouvelle huile, on remet en route, la nouvelle huile est tout aussi remplie de particules que l'ancienne. Ok? Donc la vidange ne solutionne rien à ces problèmes-là. Bon. 3 des 4 causes de défaillance d'une huile ne seront pas solutionnées par une vidange. Comment on va solutionner le fait qu'on n'a pas la bonne quantité? Par l'étanchéité sortante. Comment on va solutionner le fait qu'on n'a pas qu'on a de l'eau? Par l'étanchéité rentrante. Et même si de l'eau est rentrée, il vaut mieux faire une séparation de l'eau plutôt que de vidanger. Comment on va solutionner le fait qu'on a une contamination solide, de nouveau par l'étanchéité entrante, et par une filtration? Il suffit de venir avec un chariot de filtration, ça résoudra le problème, que si vous faites une vidange, ça vous coûte plus cher, et ça ne résout pas le problème. Ok? Donc très important, l'analyse d'huile. Il y a aujourd'hui des petits instruments qui vous permettent de faire ça tout seul sur site. Ben, ça vous permet de dire quel est le problème, et en fonction du problème, s'il faut vraiment faire une vidange, ou s'il faut faire autre chose qu'une vidange. Ok? D'abord, plus de 80% de vos machines, il ne faudra pas faire de vidange. Et sur celles qui restent, peut-être qu'il y en a, ça sera une vidange, peut-être qu'il y en a, ça sera une filtration, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc quelques exemples de prise d'échantillons d'huile. Très important quand on parle d'étanchéité, c'est des exemples pour faire en sorte que, de dessicateurs, pour faire en sorte que par exemple il n'y ait pas d'eau qui rentre dans la machine. Je vous en ai parlé, remplacer les vidanges, chariot de filtration portable, oui c'est un investissement, ça coûte certainement aux alentours de 1000 €. Vous imaginez si vous pouvez éviter 8 à 9 vidanges sur 10, simplement en filtrant au lieu de vidanger. Je pense que vos 800 à 1000 € pour un chariot de filtration portable, ils sont amplement remboursés, et en plus, le bénéfice caché, c'est le fait que votre machine s'en portera mieux. Puisque non seulement ça vous coûtera moins cher que de faire une vidange, mais en plus d'un point de vue fiabilité de la machine, la machine aura une longévité, désolé, qui sera plus longue parce que les poussières ne seront pas. Ça, je vous les ai déjà montrés tantôt, donc ça ne sert à rien d'y revenir. Bon, ça c'est ce que Benoît montrait dans sa présentation. On doit aller vers plutôt des récipients qui soient totalement étanches, avec des becs verseurs, qui soient eux aussi refermables pendant qu'on fait les tournées, etc., etc. Système de lubrification centralisé, ça existe de plus en plus. Il y a des gens qui disent impossible de trouver une solution à mon problème de graissage. On ne sait pas aller mettre de la graisse, l'huile ne tient pas, il n'y a pas la bonne huile. Aujourd'hui, avec tout ce qui existe, vous aurez toujours une solution à votre problème. Ça, c'est par exemple un système de graissage qu'on a développé sur mesure, graissage centralisé qu'on a développé sur mesure pour des convoyeurs à chaîne chez un client. Il y avait un problème, il y avait toujours la lubrification. Le problème du convoyeur à chaîne, soit vous ne mettez pas assez d'huile et ça casse, soit vous en mettez trop et vous en mettez partout dans le process. Donc il y a toujours un problème. Ben, simplement, on a mis en place avec ce client, avec un atelier mécanique pour fabriquer cet adaptateur, qui reste toujours en position fixe par rapport au pignon qui lui tourne, un système de lubrification
centralisé qui fait en sorte qu'on a toujours la bonne pression, et si on a la bonne pression, on a le bon débit, donc c'est pas bouché, en sortie sur le convoyeur achat. Ça, c'est un exemple de fonctionnement dans une usine. Un autre exemple, pas nécessairement pour les convoyeurs achat. Voilà. Derrière ça, de nouveau, le point ultime, si vous ne mettez pas, si vous ne remontez pas toutes ces données, si vous ne rendez pas toutes ces données disponibles, si vous n'échangez pas ces données, tout ça ne servira à rien. Donc c'est important d'avoir un logiciel de gestion de lubrification qui soit interfacé avec votre GMAO. Une erreur que beaucoup de clients font, c'est qu'ils essaient de faire la gestion de lubrification directement dans la GMAO. C'est pas fait pour ça, ni dans un sens ni dans un autre. Je ne dis pas non plus qu'il faut le faire dans des fichiers Excel sur le côté. L'idéal, c'est d'avoir une application dédiée à la gestion de la lubrification et que cette application dédiée, elle aille chercher les infos sur ce qu'il faut faire et quand il faut le faire dans la GMAO en automatique, et quand c'est fait, elle aille le rebooster dans la GMAO avec les commentaires de dire ce qui s'est fait ou ce qui n'est pas fait. De nouveau, on ne commercialise pas ce genre d'application, il y en a plein qui existent sur le marché, c'est très facile à trouver, c'est très efficace. Et ça change franchement la vie par rapport aux fichiers Excel ou aux notes papier. Voilà, ça c'est ce que je vous ai parlé, c'est aussi important pour pouvoir mesurer, pour pouvoir détecter où on en est dans la dégradation de la lubrification.